Merci bien de votre invitation. Je vais faire une seule proposition pour enrichir vos discussions et cette proposition s'intègre très directement dans cette intitulé comment maîtriser aujourd'hui les dettes publiques, mais surtout recouvrer des marges de manœuvre pour financer les biens publics que nous souhaitons. Alors, une première chose sur laquelle on pourrait passer du temps, mais je vais passer vite, c'est que la maîtrise des dettes publiques et de la charge des intérêts qui l'accompagnent ne constitue pas en soi un objectif de la politique économique. Bon. Cependant, vous aurez remarqué que dans certaines circonstances historiques, on est tout de même bien obligé de s'en préoccuper, et on est obligé de s'en préoccuper à certaines occasions et pour trois raisons. La première raison, c'est celle que nous avons devant les yeux. Lorsque nous sommes sous la menace permanente d'un krach obligataire, cette menace ayant été créée elle-même par les États et les hommes politiques au moment où ils ont décidé de libéraliser les marchés financiers et de confier l'administration de la dette publique à ces marchés, bon, lorsque le génie sorti de sa bouteille revient dans la figure, il arrive que l'on doive se poser la question tout de même de la maîtrise de la dette et surtout de la charge d'intérêt de la dette. Mais en dehors de ces circonstances historiques gravissimes, on peut tout de même si on est keynésien ou de gauche, on peut tout de même se préoccuper de cette question parce que c'est au fond une question politique importante. Les États ont-ils intérêt à être en permanence endettés, et aujourd'hui très endettés, sachant que ceci occasionne presque nécessairement le paiement d'une rente financière importante, et que le paiement de cette rente financière, évidemment, c'est de l'argent qui va à des gens qui n'en ont pas forcément besoin, là où nous aurions peut-être mieux à faire avec cet argent pour financer des missions de service public. Et puis, se poser la question de la maîtrise de la dette, c'est aussi se demander comment on garde des marges de manœuvre à certains moments pour pouvoir intervenir par des plans de relance. Et là, j'ai peut-être pas besoin d'expliquer de long en large de quoi il s'agit, mais lorsque l'économie rentre profondément en récession, on a vu qu'il peut être utile pour essayer d'endiguer cette récession, d'avoir des marges de manœuvre budgétaires. Bon. Mais en dehors de ces motifs, il n'y a pas lieu de faire de la question de la dette quelque chose d'obsessionnel et une priorité même de l'action politique. Alors, une fois qu'on a dit ça, aujourd'hui, il y a tout de même une espèce de cocktail de ces trois raisons qui se mélangent et qui font que la question est devenue préoccupante. La première chose qu'il faut dire, c'est que la rigueur ou les politiques de rigueur ne peuvent absolument pas être la solution. Le chapelet des annonces, mais pas seulement des annonces, des politiques de rigueur qui ont été programmées et prévues par l'ensemble des gouvernements européens ne parviendra pas à restaurer les finances publiques en Europe. Ces plans sont annoncés avec des programmes de retour à une situation budgétaire saine, entre guillemets, saine au sens des critères de convergence, pour 2013. Tout le monde jure ses grands dieux que les déficits repasseront en dessous de la barre des 3% à cet horizon, une fois que l'on aura imposé au peuple d'Europe des purges de rigueur salariale ou de coupe claire dans les dépenses publiques. Ces annonces de retour à l'équilibre budgétaire qui seraient la conséquence de bonnes politiques de rigueur, ces annonces sont carrément mensongères, absolument mensongères. Pour deux raisons. Elles ont été, ces annonces, faites sur des anticipations de croissance économique qui sont déjà irréalistes à l'heure d'aujourd'hui, de l'ordre de 2 à 2,5% de croissance en Europe sur les 4 prochaines années.
Ces prévisions sont déjà dépassées et abolies. Mais surtout, ces prévisions ne prennent pas en compte les plans de rigueur eux-mêmes, c'est-à-dire des plans de rigueur qui vont faire chuter dramatiquement la croissance et qui fait que l'État ne percevra pas les recettes publiques qu'il attendait, puisque les impôts, les revenus ne seront pas aussi élevés que ce qu'il attend et les impôts seront plus faibles. Donc on est devant des annonces absolument mensongères et qui, au-delà de la perpétuation du mensonge, aboutiront à aggraver encore la crise économique et sociale. Parce que ces plans de rigueur arrivent sur un fond de déflation salariale en Europe qui est pratiquement permanent depuis 10 ans. L'Europe est engagée dans un jeu de concurrence entre les pays, un jeu de concurrence par la déflation salariale, un jeu que certains pays d'Europe jouent mieux que d'autres, lesquels, en pressurant les salaires et en pressurant les coûts, espèrent se refaire en allant conquérir une demande à l'exportation. C'est grosso modo le modèle d'exportation allemande ou de néo-mercantilisme allemand qui oblige l'ensemble des pays, soi-disant, à restaurer leur compétitivité en faisant la même chose. Ces politiques de rigueur donc sont arrimées à des stratégies de restauration de la compétitivité qui elles-mêmes seront forcément des échecs, puisque presque par arithmétique, tout le monde ne peut pas avoir une compétitivité meilleure que la moyenne de l'Europe, ça c'est pas possible, et l'ensemble des pays ne peuvent pas accumuler des excédents commerciaux en Europe, ça n'est pas possible non plus. Donc les plans de rigueur, qui en plus se déroulent dans un climat non coopératif, c'est chaque pays annonce un plan plus rigoureux que son voisin en espérant que ça fera baisser les taux d'intérêt sur sa dette plus vite que les taux d'intérêt de ses voisins. Premier jeu non coopératif qui vient s'enclencher sur ce deuxième jeu non coopératif qui sont les stratégies de déflation salariale. Vous pouvez être absolument sûr dès aujourd'hui que les finances publiques ne se rétabliront pas par ces plans annoncés. La conséquence, c'est que, on pourrait dire, dès que les marchés financiers seront dégrisés, le crash ou le krach obligataire reviendra à toute vitesse, les taux d'intérêt se remettront à remonter sensiblement en Europe, des États seront de nouveau au bord du défaut de paiement, et à ce moment-là même, le déclenchement du plan de sauvegarde européen risque d'être complètement inefficace, voire même carrément impossible. Parce que si le krach obligataire qui suivra la découverte proche que ces plans de rigueur ne peuvent pas rétablir les finances publiques, si ce krach obligataire est violent, alors ça servira à rien, même à un consortium européen, d'essayer de lever de la dette publique à ce moment-là collectivement en Europe pour dire on va aller renflouer les États nécessiteux. Parce que ce consortium lui-même se verra imposer des taux d'intérêt exorbitants qui fait que ce ne sera même pas la peine d'activer le dispositif. Bon. Si vous voulez, à ce moment-là, le plan de sauvegarde prévu par les pays européens, les 440 milliards de dollars, plus l'argent du FMI, ce plan de sauvetage ressemblera un petit peu à la volonté d'adosser deux tréteaux pourris l'un contre l'autre en espérant qu'ils se soutiendront mutuellement par la grâce de leur propre épuisement. Et c'est vraiment dans cette situation-là qu'on se retrouvera. On sera dans l'incapacité de lever les fonds prévus pour aller secourir les États en question. Alors, c'est quelque chose que je ne peux pas détailler, compte tenu du fait qu'on n'a tout de même pas plus de 14 minutes 55, mais la seule manière, ou plutôt les conditions d'un rétablissement ou d'une maîtrise, tout du moins, des dettes publiques sont, à mon avis, au nombre de 3. Et je n'en détaillerai qu'une. Première condition, il faut renverser la déflation salariale en Europe et faire exactement l'inverse, c'est-à-dire pratiquer de la réflation salariale. Je ne vais pas pouvoir détailler, mais il faut se demander comment, par quel dispositif, par quelle concertation, on peut relancer les évolutions salariales en Europe, à quel rythme, ou suivant quel rythme différencié suivant les pays, ou selon les pays,
pour sortir de la menace de déflation par la dette et surtout pour relancer ou rétablir les différentiels de compétitivité qui ne peuvent pas être rétablis autrement. En Europe, nous sommes les 16, bientôt 17 pays de la zone euro ne peuvent pas dévaluer lorsqu'ils ont eu des problèmes de compétitivité dus à des évolutions salariales différentes pendant un certain nombre d'années. Bon. Donc la seule manière de restaurer les équilibres et les compétitivités des pays les uns avec les autres, c'est de programmer des augmentations de salaires différenciées entre les pays avec un trend moyen qui doit être de l'ordre de 4 à 5% pour nous assurer une inflation suffisante aussi pour réduire les dettes publiques. Donc il faudrait un scénario de réflation salariale et renverser la machine. Deuxième condition, il faudrait que la Banque centrale européenne puisse, pendant pratiquement 10 ans, 15 ans ou 20 ans, garantir des taux d'intérêt très bas à l'économie, les taux d'intérêt que nous connaissons actuellement, pour qu'on puisse restimuler l'investissement. Alors pas forcément l'investissement des grandes firmes multinationales qui n'ont pas besoin de ces canaux de financement, mais l'investissement de 50 à 60% de l'activité économique qui est réalisée par des plus petites ou des moyennes entreprises. Donc des taux d'intérêt très bas pendant très longtemps en Europe, que la Banque centrale européenne se concentre sur ce problème et quasiment qu'on lui enlève l'inflation comme problème. L'inflation, ça doit être le rôle de la politique des revenus. Si on a une politique des revenus en Europe, si on peut discuter des augmentations salariales à un niveau macroéconomique suffisant, on est capable de prendre en compte dans ces discussions entre partenaires sociaux, avec les pays européens, le seuil d'inflation souhaitable en Europe. Et donc, l'inflation, ça n'est pas l'objet d'une banque centrale. L'objet d'une banque centrale, c'est de fournir les conditions du crédit les plus sympathiques possibles, pourrait-on dire, pour l'activité productive. Donc voilà, je vois comme condition du rétablissement des finances publiques qu'on enraye la spirale récessionniste et réflationniste en Europe. Ceci réclame un nouveau partage des rôles entre politique salariale et politique monétaire. Ceci dit, même une fois que ceci aurait été fait, et on peut être pessimiste sur le fait qu'on pourrait y arriver rapidement, il se poserait sans doute toujours encore des questions de rétablissement des finances publiques. Je voudrais faire là-dessus une première remarque et ensuite j'en viendrai à la proposition que je vous fais qui est relativement simple, vous verrez. Une première remarque, c'est qu'on pourrait très bien rétablir les finances publiques en France sans prélever, ou sans créer plutôt, sans créer un seul nouvel impôt. Nous avons un déficit budgétaire annuel de 115 milliards d'euros. Pour le résoudre, il suffirait de faire la chasse aux 50 milliards annuels de fraude fiscale. Ce ne sont pas les chiffres d'attaque ou du parti de gauche que je vous sors, ce sont ceux des grandes institutions internationales et ce sont les mêmes que sort Bercy. 50 milliards de fraude fiscale en France annuellement, 72 milliards de niches fiscales annuelles, supposons qu'elles ne soient pas toutes néfastes, divisons par 2, n'en récupérons que la moitié, et supprimer 25 milliards de ristournes de cotisations sociales annuelles sur les bas salaires, dont l'efficacité sur l'emploi est extrêmement médiocre de l'avis même des experts officiels. Si vous faites ça, 50 milliards plus la moitié des 72 plus les 25, vous avez exactement les 115 milliards d'euros qui nous manquent actuellement pour, soi-disant, résoudre notre problème de dette. Donc ceci peut se faire sans inventer aucun nouvel impôt. Et pourtant, je vous fais la proposition d'inventer un nouvel impôt, parce que la proposition précédente a l'extrême inconvénient de résoudre le problème d'un seul bloc. Et en quelques minutes, je suis désolé. Ça va aller très vite. Combien? 2, 3? Bon, ça va aller vite. Un économiste, je le sais, n'est pas pris au sérieux s'il propose de résoudre les problèmes tout en même temps. Quelle est la proposition? Une proposition qui est en 3 points. Restaurer une tranche marginale de l'impôt sur le revenu au taux de 60%. Le taux marginal maximum aujourd'hui est 48%. Calculer correctement le seuil de revenus qui déclenche cette nouvelle tranche, de manière à ce qu'on récupère
les 30 milliards de baisse d'impôts votés depuis 10 ans par les gouvernements successifs, plutôt de droite. Et puis, un grand principe que je vous propose, dans le plus pur style de la philosophie libérale qui submerge notre époque, les contribuables concernés par l'augmentation de leur impôt, 30 milliards au total, se verraient offrir un choix. Le choix de payer l'impôt correspondant, tout de suite, correspondant à cette nouvelle tranche, ou de prêter à l'État 3 fois cette somme, à un taux d'intérêt nul, pour une durée de 7 ans. L'argent en question pourrait être transféré à l'État par l'entremise d'un compte sur livret. Et donc, pour répondre à une question tout à l'heure, on n'est pas obligé de pratiquer par l'achat de dette publique. Un compte sur livret qu'on pourrait baptiser le livret L, pour libéral, puisqu'il offre le choix, entre le paiement de l'impôt et le financement de la dette publique. Donc un livret L qui ne rapporte aucun intérêt et sur lequel serait consignée chaque tranche de versement annuel pendant cette année. Cette mesure aura un certain nombre de mérites, je suis tout de même obligé d'en énoncer un ou deux. Bon, si la somme était payée intégralement en impôt, donc si dans cette option fiscale, les ménages aisés choisissaient l'impôt, c'est 30 milliards de recettes fiscales en plus par an, vous l'aurez compris, pour l'État, ce qui représente tout de même 3/4 de ce que le gouvernement admet être le déficit structurel, c'est-à-dire celui que nous n'aurions pas connu s'il n'y avait pas eu de crise. Ça résout quand même une grosse partie du problème. Si cet argent était placé intégralement sur le livret L, l'option fiscale donc dégagerait 90 milliards de nouveaux prêts chaque année pour l'État, et en régime stabilisé, c'est-à-dire au bout de 7 ans, ça ferait 630 milliards de collecte pour un financement de la dette à un taux d'intérêt nul. Dans ce scénario-là, l'économie des charges d'intérêt pour l'État serait de 18 à 25 milliards d'euros par an. Et comme ce financement serait captif et parfaitement sécurisé, ce serait une manière sécurisée de financer la dette publique, cette partie sécurisée représenterait, si on prend la dette d'aujourd'hui, à peu près 1/3 du montant de la dette publique. Donc il y aurait une espèce de double dividende à ce système, c'est que l'autre partie de la dette qui reste sur les marchés se sentirait elle-même plus sûre, et donc les financiers réclameraient des taux d'intérêt plus bas sur l'autre partie de la dette. Alors, il faut le dire ici, et je conclus par là, il n'y aurait pas d'effet négatif d'une telle proposition sur le niveau de la demande globale. Donc, on pourrait l'interpréter comme une mesure de rigueur, mais qui pèserait de manière rigoureuse sur les catégories sociales aisées. Ceci dit, ça n'aurait pas d'effet sur la demande globale parce que, essentiellement, il ne s'agirait pas de prélever une autre épargne. Il ne s'agit pas d'augmenter le montant de l'épargne globale pour financer davantage de dette publique. Il s'agit simplement de substituer des titres de dette à 3 ou 4% tels qu'ils sont aujourd'hui et de leur substituer, des titres de dette à 0%. Voilà, j'arrête là. Je pourrais peut-être défendre un peu plus les choses. Il me semble que tout de même la vertu pédagogique de cette affaire, c'est que ça permettrait d'expliquer rapidement sa philosophie sociale. Depuis à peu près 15 ans, les classes aisées ont déjà fait un choix de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'ils ont voté en permanence pour des gouvernements qui ont renoncé à prélever l'impôt sur elles et qui, pour les remercier, leur placent des titres de la dette publique à 5%. On propose uniquement de continuer à faire la même chose, à un niveau un petit peu plus élevé, en instaurant une tranche à 60% et en supprimant le double dividende, c'est-à-dire en ne payant pas les intérêts. Si vous ne voulez pas payer vos impôts, on ne paiera pas les intérêts sur les titres de dette, ce qui ferait économiser à peu près 25 milliards d'euros par an à l'État. Merci.